rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord merci de m'avoir accueilli au sein de la Commission pour présenter ce texte. Je me permets de remercier tout particulièrement le sous-directeur, Monsieur Lescaut, et puis Florian Augas, qui m'a brillamment appuyé pendant ces quelques semaines. Alors, ce texte, je crois, vise un débat essentiel dans la période. C'est quel commerce international souhaite-t-on, quelle protection aussi pour des productions qui sont essentielles, stratégiques, mais vulnérables dans nos économies. Et je vais concentrer ici cette proposition de résolution qui, évidemment, concerne les accords de libre-échange sur les impacts sur l'agriculture, parce que, évidemment, l'agriculture, vous le savez, est sans doute le secteur le plus impacté, concerné par les accords de libre-échange, par le biais de concurrence déloyale qui proviennent d'agriculture du bout du monde et qui sont à même de produire beaucoup, beaucoup moins cher que notre agriculture familiale. Je vais y revenir. L'agriculture, vous le savez, a eu longtemps un statut particulier dans le commerce international, jusque dans les années 90 et l'intégration de l'agriculture dans le cycle de négociation de l'OMC de Doha. Mais il faut savoir que même depuis les années 90, en réalité, toutes les grandes puissances agricoles hors Union européenne, toutes les grandes puissances agricoles, en réalité, continuent à réguler fortement leur marché, leurs prix, font encore des stocks publics. C'est le cas de la Chine, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Russie. En l'occurrence, l'Europe a libéralisé plus que tout le monde. Elle a d'ailleurs signé des accords de libre-échange bilatéraux plus que tout le monde, puisqu'on est à près d'une cinquantaine d'accords de libre-échange, 45 exactement accords de libre-échange entre l'Union européenne et le reste du monde. On a déjà couvert une grande partie de la planète en matière d'accords de libre-échange bilatéraux, quand par exemple les États-Unis en ont signé seulement 14. Et donc l'agriculture, vous le savez, elle sert la plupart du temps comme monnaie d'échange pour l'Union européenne dans ses accords de libre-échange pour exporter des biens industriels et des services vendus par des multinationales exportatrices. Rien que dans les dernières années, l'Union européenne a conclu pléthore d'accords de libre-échange. Je rappelle les derniers en vigueur, le Canada en 2016, Singapour, le Japon, puis le Mexique, en vigueur depuis 2019, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande qui vient d'être conclue, le Chili, le Kenya, bon, tout ça, c'est les derniers en date qui ont été mises en vigueur, mais d'autres sont en cours de négociation avec des puissances agricoles de premier plan, l'Australie, l'Inde, la Thaïlande, par exemple, et bien sûr le bloc Mercosur dont vous avez entendu parler. Et c'est ceux précisément qui sont visés par cette proposition de résolution européenne. Je rappelle aussi, parce qu'on entend souvent dire que ces accords de libre-échange, enfin moi on me l'a souvent rétorqué, pourraient être justes si on les aménageait. Alors, je rappelle quand même la définition première dans le droit de l'OMC. D'accord, il suffit d'aller sur le site pour s'en convaincre. C'est la définition d'un accord de libre-échange pour qu'il soit notifié à l'OMC, c'est bien de baisser drastiquement les droits de douane des deux côtés et de baisser ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, à savoir les normes en matière de santé, d'environnement et d'autres normes d'ailleurs. En gros, donc, ce qui se produit, vous le savez, c'est un appel d'air en termes d'importation à bas coût de produits agricoles qui, du coup, ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos agriculteurs. Et il faut le savoir aussi, dans les mobilisations qu'il y a eu des agriculteurs ces dernières semaines, la question des accords de libre-échange et la nécessité de mieux protéger nos agriculteurs, évidemment, était largement sur la table. Je donne juste un exemple, puisque c'est d'actualité. L'accord avec le Canada, alors qui n'est pas visé spécifiquement dans cette proposition, puisqu'elle est déjà en vigueur, mais ça reviendra sur la table un de ces quatre. Mais par exemple, avec le Canada, pour avoir une idée de ce à quoi ce que subissent en gros nos agriculteurs, par exemple, le Canada, je rappelle, rien que sur la viande bovine, c'est des structures, alors que je connais bien, parce qu'il se trouve que j'avais fait un rapport de recherche avec les instituts techniques du porc et de l'élevage là-dessus. Le Canada, c'est par exemple des unités d'engraissement de 26 000 bêtes. Quand vous le savez, en France, c'est 50, 100 bêtes par structure d'engraissement. 26 000 bêtes en moyenne, des farines, nourriture par des farines animales, évidemment interdites en Europe, des antibiotiques de croissance interdits en Europe. Bien sûr, vous vous rendez compte que mesure miroir ou pas, ça ne change, clause miroir ou pas, appliquée à ces accords de libre-échange, même en appliquant des clauses miroirs, ça ne change pas le problème. Puisque quand on met en concurrence avec des feedlots de 26 000 bêtes qui ensuite sont abattues dans des multinationales d'abattoirs où Bigard, c'est vraiment du peanuts à côté,
évidemment, vous avez des coûts de production qui n'ont rien à voir avec les nôtres, clause miroir ou pas. Je le dis, je préfère le préciser. C'est pas que la viande bovine. Hein. Sur le CETA, par exemple, c'est par exemple les légumineuses. On parle d'autonomie en protéines végétales légumineuses à droit de douane nulle depuis 6 ans. On sait que ça fait un appel d'air très fort en termes d'importation de légumineuses. Évidemment, on sait que le Mercosur, aggraverait nettement tout cela, clause miroir ou pas. Alors j'entends dire aussi, je préfère le dire d'avance, oui, mais ça parfois ça sert certains secteurs, certaines productions. Bon, par exemple, c'est vrai, on nous parle du fromage du Canada. Ah oui, on exporte du fromage vers le Canada. Je rappelle quand même qu'à chaque fois, c'est très, très minime. Par exemple, les exportations de fromage vers le Canada, c'est 0,5% de la production de fromage français. D'accord. En fait, essentiellement du fromage bas de gamme. Hein, c'est pas le fromage AOP, etc. Essentiellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je le dis aussi, que dans les auditions qu'on a menées, l'ensemble des syndicats agricoles approuvent cette proposition, une telle proposition de résolution européenne qui viserait donc à dire non à tout futur accord de libre-échange, à tout accord de libre-échange qui n'est pas encore en vigueur, d'accord, y compris donc y compris des syndicats agricoles qui représentent plusieurs filières en disant même si on y gagne un tout petit peu sur telle production, en réalité on y perd tellement sur un très grand ensemble de productions qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui ce risque. Je passe les détails sur, par exemple, sur d'autres accords de libre-échange passés, comme avec l'Ukraine, qui est en fait un accord de libre-échange approfondi en ce moment. Vous savez ce qui est en jeu aujourd'hui, par exemple, c'est la concurrence avec des élevages de 2 millions de poulets, un SMIC à 200 €, etc. Dans les accords de libre-échange à venir, il faut bien voir qu'il n'y a pas que l'élevage qui est en cause. D'abord, je pense par exemple aux fruits et légumes. Les pommes chiliennes ou sud-africaines coûtent 50 à 100% moins cher. Les haricots du Kenya sont récoltés par des travailleurs où il n'y a évidemment aucun SMIC, aucune protection sociale, sachant que dans un secteur comme les fruits et légumes, on est en importation nette et de plus en plus nette. Et le problème de ces accords de libre-échange, c'est qu'ils aggravent encore le déficit, si vous voulez, commercial, pour des secteurs pour lesquels on est déjà en très fort import net, si vous voulez. Donc je pense à la viande bovine, aux fruits et légumes, aux protéines végétales, évidemment, qui sont nos trois gros secteurs d'importation nette agricole. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que dit la Commission européenne là-dessus. Et là, je renvoie à un rapport très récent. Vous savez que la Commission européenne fait régulièrement des rapports sur les effets cumulés des accords de libre-échange. Elle dit ceci, la Commission, elle souligne la vulnérabilité de certaines marchandises telles que le bœuf, la viande ovine, la volaille, le sucre, le riz, du fait des importations accrues de ces marchandises en raison de la libéralisation des échanges, qu'accentuerait l'entrée en vigueur des 10 accords qui sont considérés justement par cette proposition de résolution européenne pour lesquels nous proposons justement un moratoire. Voilà. Donc, je vous le disais, on a auditionné l'ensemble des syndicats agricoles, mais même les interprofessions sont quasi entièrement contre ces nouveaux accords de libre-échange. Alors, sauf, il est vrai, celui des vins et spiritueux, mais pour l'ensemble des autres, c'est contre. Il y en a une qui est mitigée, c'est les produits laitiers, mais qui disent bien qu'en même temps, s'ils y gagnent sur les produits laitiers, éventuellement, ils y perdent de toute façon sur la viande, parce que vous savez qu'un éleveur laitier, ensuite, il vend ses vaches de réforme pour l'abattage. Donc, de toute manière, il y perd de ce point de vue-là. Voilà, donc pour finir sur tout cela, donc on vous propose de décider d'un moratoire sur tous les accords de libre-échange pas encore conclus et de le faire valoir auprès du Conseil européen. Ça signifie donc arrêter les négociations en cours, ne pas en ouvrir évidemment de nouvelles. Et pour ça, donc c'est une forme d'appel aussi vibrant pour la souveraineté alimentaire, la survie de nos territoires ruraux. Je finirai sur un autre élément de cette proposition de résolution qui est sur les clauses de sauvegarde existantes. Alors peut-être, je ne sais pas si vous connaissez plus précisément ces clauses de sauvegarde. Il y en a 3 types actuellement. Il y a celles qui sont dans l'accord général de l'OMC, du GATT, si vous voulez. Il y en a d'autres qui concernent le volet agricole de l'accord général, qui date de 1995. Et il y a enfin des clauses de sauvegarde
qui sont dans les accords bilatéraux, bien trop peu d'ailleurs. En tout cas, c'est un outil légal qu'on peut utiliser dans le cadre du droit de l'OMC. Évidemment, ça doit être justifié, ciblé, c'est pas éternel, hein, c'est sur une période précise. Mais en fait, on a questionné pendant les auditions la Commission européenne et la DG Agri et la DG Commerce. Et en fait, surprise, ils ne se servent quasiment pas de cette clause de sauvegarde. Ils en utilisent 2, alors qu'il y a évidemment des potentialités beaucoup plus importantes, puisque l'Union européenne dispose de 685 mesures potentielles de sauvegarde au titre de l'accord agricole à l'OMC, 180 sur la viande, 150 sur les produits laitiers, etc. Et donc, n'en utilise que 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on compare aux États-Unis. Donc, je vous l'ai dit, l'Union européenne n'en utilise que 2. Alors, en 2014, on en utilisait 8. Alors, on n'a pas de données plus récentes que 2014 par l'OMC, mais en tout cas, en 2014, on observait que l'Union européenne en utilisait 8, 2 aujourd'hui. Vous savez combien étaient les États-Unis? Ils en utilisaient 44. Voilà. Donc, en fait, c'est comme pour les accords de libre-échange. On se rend compte que les États-Unis sont beaucoup plus dans une logique de protection, en tout cas beaucoup moins de libéralisation. Donc, ils ont 3 fois moins, ils ont signé 3 ou 4 fois moins d'accords de libre-échange. Par contre, ils utilisent 5 ou 6 fois plus leur clause de sauvegarde disponible dans le droit de l'OMC. Donc, c'est vous dire à quel point l'Union européenne est plus libérale que tous les libéraux, si vous voulez, et a dérégulé ses marchés agricoles bien davantage que toutes les autres grandes puissances agricoles, Russie, Chine, États-Unis, etc. Donc, pour finir, les agriculteurs demandent, pendant leur mobilisation, tout simplement d'être payés dignement pour leur travail, des prix rémunérateurs garantis, et ça, vous le savez, ça demande une protection à minima, parce que si on garantit les prix, on est en train en ce moment de... Moi, je suis co-rapporteur sur l'évaluation des lois Egalim. Bon, c'est vrai que si on veut rémunérer à des prix rémunérateurs les agriculteurs, il faut aussi qu'ils soient protégés de la concurrence. Vous voyez bien. Et donc, ça veut dire que déjà, on stoppe évidemment tous les accords de libre-échange à venir. La bifurcation écologique ne se fera aussi qu'à ce prix-là. On ne peut pas demander aux agriculteurs de stopper tel pesticide, etc., si à côté, on accepte des importations massives par des pesticides interdits ici. Je le dis, c'est déjà le cas. Hein. Par exemple, du Canada arrive par exemple, du canola, du colza OGM qui est interdit ici, arrivent des plantes traitées avec des pesticides interdites en Europe, etc. Et puis, il y a un dernier enjeu qui est celui de l'autonomie alimentaire, puisque je vois que la souveraineté agricole est dans le premier titre de la loi d'orientation agricole présentée aujourd'hui. Je le rappelle, la balance agricole française, elle est en chute depuis 2014, et en chute surtout pour les secteurs d'importation nette, comme je l'ai expliqué. Donc, pour ces 3 défis, à savoir maintien de l'agriculture familiale, bifurcation écologique, agroécologique et autonomie alimentaire, souveraineté alimentaire, je vous engage à soutenir ce texte qui est donc un moratoire sur tous les accords de libre-échange à venir et enrichi de la mobilisation des outils des clauses de sauvegarde possibles dans le cadre du droit de l'Organisation mondiale du commerce. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame la rapporteure, pour cette présentation.